Ok, 1945, une pièce de 160 mètres carrés, l'ENIAC fait office de calculatrice électronique. 2019, t'as une calculatrice scientifique perdue et jamais utilisée dans ton smartphone. 1984, il te faut 215 000 disquettes pour stocker 256 gigas de données. 2019, ça tient large dans 2 cm. 1999, 3,5 millions de recherches sont effectuées chaque jour sur Google. 2019, le même nombre de recherches est fait en moins d'1 minute. 2006, un an avant l'iPhone, tous ces objets tiennent dans une valise. 2019, le même contenu tient dans ta poche. Bref, ce monde va vite et ce monde est cruel. T'as capté le concept de cette vidéo. Si en 2008 on pouvait voir Iron Man sur grand écran avec son tout premier costume, est-ce qu'en 2019 on a assez évolué en termes de technologie pour bientôt voir un Iron Man sur Terre? Première étape, on va voir quel humain peut assumer le rôle. Donc avant de parler Iron Man, parlons Tony Stark. Et avant de parler Tony Stark, parlons Stark Industries. Ouais, Stark Industries, société qui fabrique et distribue des armes à technologie de pointe depuis 1939, mais qui se retirera de ce sombre marché suite aux découvertes de Tony dans Iron Man 1 quand il était retenu comme otage par des terroristes. Les fabricants d'armes méritent une balle. Pour info, Stark Industries, c'est plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, d'où vient ce logo? Bah, il a été fortement inspiré de celui de Lockheed Martin, société number one en termes d'armement dans notre monde à nous. Mais alors, en poussant le comparatif, c'est qui le dirigeant de Lockheed Martin, aka le Tony Stark de notre monde? Bah, c'est Marilyn Newson, fondatrice et CEO de l'entreprise. Bon, je la mets dans nos Iron Man potentiels, mais c'est pas mon top 1. Non pas parce que c'est une femme, Pepper Potts s'en sort très bien à la tête de Stark Industries et dans le costume de Iron Man. C'est juste que quand on parle de Iron Man dans notre monde, deux blazes reviennent quasi systématiquement. Mark Zuckerberg et Elon Musk. Ouais, ils remplissent les 3 critères clés pour être notre Tony Stark, parce que c'est des milliardaires, assez excentriques et pas mal sur le devant de la scène médiatique, avec des fortes compétences techniques dans les domaines de la physique / de l'informatique. Ce genre de rime en hic. Bref, tout ça pour dire que si tu veux un Tony Stark dans notre monde, je pense que c'est de leur côté qu'il faut regarder, même si leurs entreprises sont moins proches de Stark Industries que celles de Marilyn Newson. Enfin bon, disons qu'on a nos 3 Tony Stark potentiels qui répondent aux 3 critères prérequis, choisis celui que tu veux. Moi, même si Marco il a recréé une IA Jarvis pour gérer la domotique de sa maison et que c'est stylé, c'est bien Elon Musk que je choisis. Tu verras pourquoi. Maintenant, il s'agit de voir comment le Tony Stark que t'as choisi pourrait devenir un Iron Man à la vue des avancées technologiques de notre monde. Et pour ça, aujourd'hui, spéculation. Iron Man, c'est 50 armures différentes produites dans l'espace de 10 ans, du Mark 1 au Mark 50, en passant par les fameux Mark 33 et Mark 42. C'est une technologie toujours à la pointe de l'innovation avec un point commun pour chaque armure, un prérequis essentiel au cœur des costumes du Mark 1 au Mark 50. L'Arc Reactor. Et ce premier prérequis, c'est notre premier gros axe d'étude pour cette vidéo, qui se basera principalement là-dessus. Parce que ouais, le premier vrai gouffre qui nous sépare d'Iron Man, c'est bien cette petite centrale nucléaire libérant une puissance démentielle. C'est d'ailleurs cet aspect du costume Made in Stark Family que Obadiah Stane n'arrive pas à reproduire quand il veut recréer son propre costume pour tuer Tony dans Iron Man 1. Et au juste, pourquoi ce serait si galère à recréer dans notre monde un tel objet? Bah dans Iron Man 1, Tony dit précisément combien produit le petit Arc Reactor qu'il a construit dans une cave à partir des plans de son père. What could it generate? If my math is right, and it always is, 3 gigajoules per second. Ouais, on est sur du 3 gigajoules par seconde, alias 3 x 10 puissance 9 watts, ce qui est complètement colossal. Pour info, après avoir checké sur le site d'EDF, voici le réacteur qu'on a en France. Sachez maintenant qu'un réacteur 900 MW produit en moyenne chaque mois 500 000 MWh, soit 1,8 pétajoules, ce qui correspond à la consommation de 400 000 foyers. Ça fait beaucoup là, non? En ramenant ces deux chiffres qu'on a à une consommation par minute pour les comparer, on se rend compte que l'Arc Reactor est 4,4 fois plus puissant qu'un réacteur nucléaire français. L'Arc Reactor pourrait donc alimenter près de 2 millions de foyers à lui tout seul. Cohérent parce que dans le film, en plus du costume, l'Arc Reactor alimente entre autres la tour Stark. Et direct, comme l'a dit bien Neil deGrasse Tyson dans un podcast, pour produire une telle puissance dans un si petit délire, les lois thermodynamiques sont claires. Tu dégagerais tellement de chaleur que ce serait impossible d'avoir ça incrusté dans ton torse, sous peine de fondre. You're gonna be creating heat. Fundamental laws of thermodynamics. Yes, l'Arc Reactor c'est compromis parce que si une centrale nucléaire c'est si grand et si sécurisé, c'est pas pour rien. Mais alors sur Terre, qu'est-ce qui pourrait faire le taf pour fournir de l'énergie électrique? Bah là on tombe sur des problématiques hyper actuelles et pour répondre à cette question, on va parler densité énergétique, à savoir combien d'énergie on peut tirer d'1 kilogramme de matière, et ce en comparant toutes sortes de sources potentielles d'énergie en excluant le nucléaire parce que c'est impossible d'intégrer une centrale nucléaire dans le costume comme on l'a vu. Mais si, c'est vrai. Non. Bref, pour faire notre choix, j'ai résumé toutes les densités énergétiques des matières les plus courantes pour produire de l'énergie dans ce graphe Excel. J'ai mis le charbon, l'essence, le lithium et l'hydrogène. Et j'ai fait ce graphe en m'aidant de Wikipédia et de cette vidéo. Mais attention, là on parle juste de ce que peut donner théoriquement 1 kg de chaque matière et on laisse de côté tout plein d'aspects importants. Genre 1. Le volume occupé par les dispositifs qui transforment l'énergie du kilogramme de matière en énergie électrique utile. Genre 2, le côté dangereux / explosif des moyens de récupérer l'énergie, du coup on tèche direct ici l'hydrogène pour la survie d'Iron Man.
Et genre 3, le rendement, parce que si l'essence affiche 47,2 MJ par kilogramme, après les pertes, entre autres sous forme de chaleur, ce qui ressort du moteur en puissance mécanique, c'est juste 8 MJ par kilogramme. Alors que le lithium, certes, t'as que du 0,75 MJ par kilogramme de base, mais vu le rendement du moteur électrique, tu ressors avec quasi la même chose. Toujours est-il qu'en prenant en compte tous ces bails, on se rend vite compte que le seul truc viable pour notre Ironman, ce serait des batteries lithium-ion. Après, il y a d'autres batteries dont j'ai pas parlé, c'est les batteries métal-air qui utilisent l'oxygène contenu dans l'atmosphère pour fonctionner. On en trouve faites avec du zinc, de l'aluminium ou encore avec du lithium, et elles offriraient une énergie 10 fois supérieure à la lithium-ion d'après Wikipédia. Cependant, on est encore au stade laboratoire pour ces batteries, donc on va garder nos lithium-ion pour l'instant, les seuls vraiment viables et commercialisés. D'où le fait que ce soit celle-là qui soit utilisée pour les voitures Tesla d'ailleurs. Du coup, je doute pas que c'est celle que Elon Musk il choisirait pour son costume de Iron Man. Il maîtrise plutôt bien la technologie, ouais. Je suis complètement raide dans une Tesla en plein axel, y'a plus aucun signal lisible. Et surtout, ce que je vous ai affiché, c'est les chiffres de Wikipédia. En réalité, chez Tesla, les batteries sont plus puissantes. Genre celle de la Tesla Model 3 offre du 0,9 MJ par kilogramme, et ça va qu'en s'améliorant, puisqu'en 2019, Elon Musk annonce des performances de 3,6 MJ par kilo pour ses prochains modèles. Ainsi, avec 50 kg de batterie mises tout ensemble, on pourrait donc prétendre stocker 180 MJ d'énergie électrique disponible. Ok, donc là on parle d'avoir de l'énergie électrique sous forme transportable dans le costume depuis le début, mais pourquoi au juste? L1, L2, au bas, gauche, droite, j'suis dans la trappe, dans la back-up. Bah le costume d'Iron Man, il fonctionne pas sur secteur, tu le sais. Du coup, si on cherche à avoir autant d'énergie à disposition, c'est pour alimenter toutes les fonctionnalités du costume qu'on détaillera principalement dans la deuxième vidéo, sauf une que j'ai choisi de traiter maintenant, à savoir la faculté qu'a Iron Man à voler grâce à des propulseurs électriques. Ouais. Bon, dans le film, on est sur du 185 kg pour Iron Man équipé. Donc juste pour stagner dans les airs, il lui faut une poussée de 1814 Newton. Et si on rajoute nos 50 kg de batterie lithium, on passerait à 2305 Newton requis au minimum. Maintenant, dans notre monde, en termes de propulseurs électriques, pour faire comme dans le film, j'ai trouvé deux solutions. Un, des propulseurs électrostatiques comme les propulseurs à effet Hall qui demandent 0,01 MW et qui offrent une poussée de 5,4 Newton au max. Et pour ce type de propulseur, j'aurais aussi pu parler des propulseurs ioniques, mais ils sont encore moins performants, donc OSEF. 2, des propulseurs électromagnétiques. Par exemple les propulseurs magnétoplasma dynamique qui exploitent un champ et un courant pour créer et utiliser la force de Lorentz qui servira à accélérer un gaz ionisé ou plasma, le tout créant ainsi une poussée par réaction. Avec ça, on peut prétendre à 200 Newtons de poussée, mais pour une puissance requise bien trop grande puisque de 1 MW. Bref, t'as capté, globalement les propulseurs électriques sont très loin de faire le taf requis pour Iron Man en termes de poussée. C'est d'ailleurs pour ça que tous ces propulseurs électriques sont qualifiés de propulseurs spatials. Ouais, ils sont quasi utilisés que dans l'espace pour des satellites, à base de maintien en orbite, de transfert d'orbite, de propulsion de sondes spatiales. Du coup, il s'agit maintenant de voir des propulseurs qui, eux, font taf. Et pour ça, faut s'éloigner des propulseurs électriques qu'utilisent pourtant a priori les films, et plus se tourner vers des propulseurs chimiques. L1, L2. L1, L2, R1, R2, au bas, gauche, droite. Cheat code jetpack. Yes, souvent fantasmé, le jetpack existe aussi dans notre monde. 1984, cérémonie d'ouverture des JO d'été, arrivée de 7 hommes dans le stade, en jetpack. Ressources utilisées, peroxyde d'hydrogène, autonomie, 30 secondes. 2011, Yves Rossi, inventeur suisse, après avoir été largué d'un avion à 300 km/h, parcourt 35 km en volant avec ses ailes et traverse la Manche à plus de 200 km/h. Ressources utilisées, 32 litres de kérosène répartis dans ses 4 réacteurs, autonomie, 9 minutes. 2017, Richard Brosing présente son Daedalus Flight Pack, différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant puisqu'il utilise principalement des propulseurs jet attachés aux mains. Ouais, ça rappelle quelqu'un. Ressources utilisées, du kérosène qui alimente 6 microturbines à gaz, autonomie, plus de 10 minutes. 14 juillet 2019, Francky Zapata, inventeur français, fait une démonstration de son Flyboard Air, place de la Concorde pour la fête nationale. Ressources utilisées, réservoir de 37 kg de kérosène, autonomie, 10 minutes. Bon, on va se garder les deux derniers, a priori semblables et plus proches de la technologie d'Iron Man. Après la subtilité, faut juste voir si pour notre Iron Man dans notre monde, ce serait plus chiant pour lui d'avoir les mains occupées ou alors les pieds occupés par le dispositif qui lui permet de voler. Moi perso, je choisis celui de Zapata, un technologie française, un équilibre plus maîtrisé à mon goût et des performances a priori meilleures. D'autant que ce dernier charbonne à fond sur son modèle en ce moment et il promet des augmentations de performance plutôt pas mal pour les prochaines années. Même si bien sûr, on restera toujours bien loin du Iron Man des films. Parce que ouais, le Iron Man des films va plus vite et plus haut. Et ses performances dans les films, on peut les comparer à celles d'un Rafale. Ouais, un Rafale. Mais bon, un Rafale c'est 10 000 kg et en termes de consommation, on est sur du 110 litres de kérosène par minute de vol. Pas ouf. Du coup, pour résumer la partie 2, un système de vol embarqué viable à la Iron Man dans notre monde ne serait pas un propulseur électrique, mais bien un propulseur chimique qui utilise du carburant. Et, en améliorant un peu tous les chiffres que j'ai vus et en rêvant un peu, on pourrait prétendre aux propriétés suivantes dans les prochaines années. Vitesse, consommation, altitude max,
Ok, on a une vitesse, une consommation, et si on parlait un peu de distance maintenant? Ouais, distance, à savoir, au juste, dans les films, combien de kilomètres de suite il peut faire avec son costume Iron Man? Bah je crois que la plus grande distance de vol qui nous est montrée dans les films, c'est dans Iron Man 3, quand le mandarin attaque la maison de Tony à Malibu, que celui-ci tombe inconscient et que son costume l'achemine en pilotage automatique jusqu'à la ville de Chattanooga, dans le Tennessee. Pour info, la distance entre ces deux points de la Californie au Tennessee, elle est de 3054 km. Ainsi, avec le flyboard optimal qu'on a imaginé tout à l'heure, il nous faudrait 12 heures de vol pour plus de 7500 litres de kérosène pour le faire. Et un tel réservoir de kérosène intégré rajouterait donc au costume une masse de 6100 kg. Bon, je vais pas te faire un dessin, c'est invraisemblable. Et quand on rencontre un problème, qu'est-ce qu'on fait? Bah on pense à une solution innovante, ouais. Et là, Tony Stark aurait sûrement imaginé un réservoir de 50 kg de kérosène intégré dans le costume, lui offrant une autonomie de vol de 25 km et qui alourdirait pas trop le délire. Autonomie de 25 km, mais alors comment recharger ce réservoir une fois qu'on a fait nos kilomètres? Et bah là, les ingénieurs de Stark Industries auraient sûrement brainstormé très fort pour imaginer coupler le costume à un système de plusieurs drones, chacun chargé avec un plein de kérosène, venant faire le plein automatiquement dans le costume quand Jarvis estime que les niveaux commencent à être critiques. D'autant qu'on l'a vu dans le dernier Spider-Man, la technologie des drones, c'est pas du tout ce qui manque chez Stark Industries. Bref, au regard de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, voici un petit descriptif de ce à quoi pourrait ressembler un Iron Man dans notre monde. On est d'accord, ça reste complètement abusé pour 2019, mais ça l'est déjà beaucoup moins que celui des films. On a donc le costume et tous ces gadgets techniques alimentés électriquement que je détaillerai dans une semaine pour la partie 2, plus 50 kg de batterie Tesla pour alimenter tous les dispositifs électriques du costume, et ce système c'est donc un truc qu'il faudra recharger quand ça tombe à sec, plus un réservoir de kérosène de 62,5 litres pesant donc 50 kg, et ce dernier serait donc rechargé automatiquement par des drones ravitailleurs contrôlés par Jarvis qui check en permanence les niveaux de carburant. Pause. Pour info, faire des pleins de plusieurs tonnes de carburant en vol, on l'a déjà fait. Conclusion. À ce stade, le Iron Man des films est-il possible dans notre monde? Bah en attendant ma réponse finale qui sera dans une semaine, pour l'instant, je réponds oui et non. La semaine prochaine, l'armure de Iron Man te permet de supporter plusieurs jets. L'armure de Iron Man encaisse des balles de pistolet. L'armure de Iron Man te permet de multiplier ta force par 90. Jarvis existe déjà dans notre monde. Et bien plus encore. Hashtag nanotechnologie. Yes, bon allez moi, le temps que vous partagez cette vidéo et que vous regardiez les pubs sur Utip, tel Peter Parker en stage chez Stark Industries, je retourne enquêter sur les technologies manquantes du costume pour vous pondre une partie 2 de cette vidéo à base de robotique, de biomimétisme et de nanotechnologie. Et ce, dans une semaine. Gotabor out. Je suis Spider-Man sans pouvoir, je suis personne, je suis Peter Parker. Je fais des trucs débiles avec beaucoup de sérieux. Toute ma vie je me dis que j'aurais pu faire mieux. J'arrive en backflip 3-6 au périlleux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux.